appeler sur la scène, du coup, Madame Caroline Fileni et Pauline Rajao Nariboni. On vous laisse intervenir sur la formation des nouvelles générations. Vous pouvez rester parmi nous. La première. Pardon. Donc je me présente, Caroline Fileni, je suis interne en oncohématologie au CHU de Nice et justement là on va essayer d'apporter un peu le point de vue côté étudiant interne où justement comme vous l'avez déjà évoqué précédemment, on a un peu ce manque de formation, on a justement plutôt une formation sur le tas et donc c'est essayer d'ouvrir de nouvelles perspectives pour proposer peut-être vraiment l'instauration de formation dans le parcours de l'internat ou même dès l'externat. Donc justement, au niveau de cette annonce en cancérologie, comment peut-on mieux former les nouvelles générations? Donc comme on l'a dit, l'annonce en oncologie, c'est vraiment un moment qui va être particulièrement difficile puisqu'on passe du statut d'un individu, on va dire sain, à celui d'un patient et c'est une véritable bascule pour tout individu où on va rentrer sur une forme de situation, on va vraiment être sur une crise psychologique et on va demander à cet individu d'avoir de grandes capacités d'adaptation. Et comme on l'a dit, ce n'est pas qu'une seule annonce en réalité, on va avoir une succession d'annonces depuis la suspicion, en passant au moment où on va vraiment faire le diagnostic, puis la prise en charge thérapeutique, et ensuite en fonction de l'évolution de la maladie, on peut aller sur des rechutes, des récidives, de l'orientation vers des soins palliatifs. Et l'autre point, c'est que lorsqu'on va faire cette annonce, c'est là qu'on va cristalliser le moment et le début de la relation entre le soignant et le soigné. Et souvent, le soignant va apporter de son côté sa réalité objective qui est médicale et qui va faire face à la vérité subjective du patient. Donc, comment mieux former? C'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme on l'a dit, au niveau de l'INCa, il y a déjà vraiment un déroulement de l'annonce diagnostique qui a été fait, où on a certains points pivots qui ont été énoncés, notamment bien accueillir le patient, essayer de le mettre en confiance, lui offrir un temps d'écoute qui va être primordial, puisque c'est à ce moment-là où on va essayer de récupérer le plus d'informations venant de sa part, juger de son niveau de compréhension, quelles sont déjà ses connaissances, essayer de voir effectivement s'il va vouloir être vraiment un acteur à part entière, ou plutôt se laisser un petit peu porter et également prendre en compte son contexte social. Après, il y a un temps qui est vraiment sur de l'explication médicale pure où on va effectivement lui exposer son diagnostic, lui expliquer la prise en charge thérapeutique, toujours y intégrer dès le départ effectivement la prise en charge avec les soins de support et ensuite essayer quand on peut de lui faire une petite traçabilité parfois écrite justement pour qu'il reparte avec certaines informations. Quand on arrive à faire une bonne annonce diagnostique, on arrive à avoir ce qu'on appelle un bénéfice partagé, c'est-à-dire aussi bien côté patient, on va réussir à diminuer son niveau d'anxiété face aux différentes étapes de son parcours de soins et du suivi de sa maladie, dans lequel il va en plus pouvoir se sentir vraiment libre de s'exprimer et de créer une véritable collaboration avec le soignant. Et côté soignant également, ça va permettre d'adapter au mieux et de faire un suivi qui est le plus personnalisé possible et également de toujours favoriser ce travail d'équipe par la suite. Donc, comme on l'a dit, pour faire une bonne annonce, ça repose sur quoi? Ça repose sur de la communication. La communication, il faut qu'elle soit vraiment de qualité pour qu'on puisse justement adapter au mieux la prise en charge du patient. Côté soignant, ça va être donc dès le départ d'essayer de comprendre quels sont les besoins du patient et essayer aussi de répondre à ses attentes. Et côté patient, ça va être vraiment de comprendre à chaque étape ce qui lui arrive pour justement faciliter sa prise en charge. Et tout ceci permet donc d'aboutir à une adhésion au niveau du soin. Savoir communiquer, c'est pas uniquement tenir une conversation, et souvent, il y a certaines personnes peut-être ont des facilités à communiquer, mais pour d'autres, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Et c'est là qu'on va vraiment partir sur le fait que communiquer, ça reste quand même un apprentissage, et qu'il faut qu'on arrive à avoir une communication efficace pour améliorer la satisfaction du patient, et également au côté professionnel de santé qui puisse se sentir content en fait de la manière dont il prend en charge son patient. Et effectivement, au niveau des problématiques actuelles, on voit qu'il y a un manque de formation, même au niveau des professionnels de santé déjà aguerris, on n'a pas forcément de renouvellement au niveau des connaissances, et parfois juste une remise à jour est nécessaire. Et côté effectivement étudiant, on va dire qu'elle est presque inexistante dans la plupart des cas.
Donc, une des options qu'on peut utiliser pour arriver à améliorer cette formation, c'est par exemple utiliser des séances de simulation qui vont être centrées sur la communication. Donc, les séances de simulation, c'est des méthodes qui ont déjà été validées, on va dire, du côté de la HAS et qui sont vraiment intéressantes pour tout professionnel de santé. Et l'intérêt de ces séances centrées sur la communication, ça va être de travailler cette fois-ci sur des compétences qui sont non techniques. C'est vraiment travailler sur du relationnel et à travers justement ces séances qui peuvent être multipliées, créer comme une forme d'expérience pour chaque individu. Dans ces séances, on va bien sûr mobiliser des ressources qu'on a déjà acquises, des fois avec sa propre expérience sur le terrain. Et le but, ça va être de construire de nouvelles compétences, de construire parfois de nouvelles stratégies, notamment si pendant ces séances, on voit que nous, on a des propres difficultés, on voit qu'on a des blocages à certains moments, essayer de trouver comment y remédier et comment s'améliorer par la suite pour pouvoir être plus fluide. Donc, les principes généraux des séances de simulation, ça va être déjà de vraiment instaurer un climat de confiance, de dire vraiment que ce sont des séances qui sont confidentielles. Donc, chaque individu a le droit à l'erreur et ce sont des échanges qui vont être vraiment totalement bienveillants entre les différents participants. Et pour que ces séances soient encore le mieux possible, c'est d'essayer vraiment de créer un environnement le plus authentique possible et d'essayer donc de se remettre en conditions presque réelles. Si parfois on peut avoir même accès à des salles de consultation ou des bureaux justement avec une table, même un lit pour pouvoir examiner ou autre, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant pour vraiment qu'on soit en conditions de vie réelle. Et tout ceci va permettre justement de transformer des situations qui parfois peuvent être complexes au quotidien en de véritables situations d'apprentissage où on va pouvoir à ce moment-là développer différentes compétences et pouvoir justement analyser nos propres problématiques et y remédier. L'autre point qui peut être intéressant au sein de ces séances de simulation, ça va être d'y intégrer le patient partenaire. Donc l'intérêt du patient partenaire, ça va être qu'il va pouvoir apporter ses propres connaissances et ses propres compétences qu'il a pu développer au cours de son expérience de vie avec sa propre maladie et également au cours donc, du parcours de soins et la connaissance du système de santé. Et donc c'est vraiment d'essayer de développer une collaboration entre justement patients, étudiants, professionnels de santé pour justement améliorer les relations et la communication. Et l'intérêt justement du patient partenaire, c'est vraiment d'apporter son vécu relatif à sa propre maladie. Donc l'approche partenariale justement entre les patients et les étudiants au cours de la formation, donc c'est vraiment une modalité pédagogique qui est à part entière et cette implication des patients partenaires dans la formation du futur professionnel de santé ou de professionnels de santé déjà aguerris a motivé notamment à Nice la création de ce qu'on appelle le CI3P. Donc c'est un centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public et ça aboutit à une véritable collaboration qui se met en place depuis 2021-2022 entre la faculté de médecine de Nice et justement ce CI3P. Et ils ont travaillé notamment sur le développement de séances de simulation dans lesquelles le patient partenaire va faire partie intégrante. Notamment, il va participer à la co-construction des scénarios, il va participer également à l'évaluation des étudiants pour apporter une plus-value. Et on va justement essayer, en tout cas à Nice, et on le développe de plus en plus, d'inclure ces patients partenaires dès le début du cursus, c'est-à-dire pas uniquement dès qu'on est interne et qu'on a passé notre premier concours, ça va être déjà dès l'externat, parce que souvent on se retrouve en tant qu'externe à être pas énormément souvent sur le terrain de stage, ça peut arriver, où on n'est pas forcément déjà impliqué dans ces formes de relations avec le patient. Et donc c'est important de s'y préparer parce que souvent quand on est interne, on est un peu lâché comme ça dans la nature et on nous dit allez vas-y, tu annonces le diagnostic, alors qu'on n'a jamais fait ça. Et souvent on se trouve nous-mêmes dans une situation un peu de détresse et d'anxiété et à ce moment-là, comment bien communiquer et comment rassurer le patient, ça peut être parfois très compliqué. Donc au niveau de ce dispositif, on voit qu'il y a quand même une hétérogénéité encore à l'heure actuelle. Donc là, ça date de novembre 2023 au niveau du déploiement du dispositif, mais on voit quand même qu'au fur et à mesure, sur le territoire français, on essaie de plus en plus de développer ce système. Donc les résultats, en tout cas à Nice, de la mise en place de ce dispositif sont que positif, c'est-à-dire qu'on a une satisfaction aussi bien côté patient partenaire, étudiants, qu'aussi certains médecins qui ont participé. Et donc on voit vraiment que cette séance de simulation intégrant le patient partenaire, c'est vraiment une approche qui semble maintenant indispensable pour la formation et l'apprentissage des futures générations, puisqu'on permet d'avoir en fait des retours directs sur les problématiques qu'on a rencontrées et pouvoir après avoir une réflexion qui est développée avec nos collègues pendant cette séance, également le patient partenaire, et donc ça permet d'avoir vraiment des échanges qui sont constructifs.
Pardon. Hop. Donc au niveau de l'apport du patient partenaire, on a eu beaucoup de leviers positifs. Donc déjà, côté patient partenaire, ça leur permet également de voir une amélioration au niveau de la relation avec le médecin. Aussi de voir un peu une prise de recul vis-à-vis de la maladie, notamment quand des fois ils ont eu parfois des expériences un peu plus malheureuses au niveau de l'annonce diagnostique, ils se rendent compte parfois que même côté médecin, étudiant, effectivement c'est pas quelque chose de facile de savoir annoncer correctement un diagnostic de cancer. Et également pour eux, ça leur permet d'avoir plus de responsabilités puisqu'ils sont intégrés justement dans cette formation. Côté médecin, ça va leur permettre d'améliorer en fait effectivement leur pratique quotidienne. Et côté étudiant, en fait, on n'a que du positif puisqu'on va avoir vraiment une amélioration au niveau des compétences, on va apprendre, développer notre empathie, on va pouvoir ensuite maîtriser parfois nos propres émotions parce qu'effectivement, quand on essaie de recréer vraiment des situations qui sont proches de la réalité, on peut parfois se sentir un peu mal à l'aise, on peut avoir nous-mêmes des émotions qui nous viennent à ce moment-là, donc on apprend justement à vivre avec ça. Et également, ça va pouvoir développer notre relation vraiment centrée sur le patient. Les freins, ce sont surtout généralement des freins économiques et administratifs, c'est-à-dire qu'au niveau du statut déjà du patient partenaire, il faut qu'il soit bien défini. Il y a aussi quand même la question de savoir pour les rémunérer, parce qu'on peut vraiment considérer que l'approche du patient partenaire, c'est un travail, donc il faut pouvoir essayer également de les rémunérer de ce côté-là. Le souci qu'on a également, c'est le nombre insuffisant de patients partenaires encore actuellement, puisqu'il y a peut-être des fois des problèmes de communication, on ne sait pas forcément que ce type de dispositif existe, donc c'est intéressant également de le proposer à nos patients. Et ensuite, ça va être également de savoir aussi faire un accompagnement aux patients partenaires, c'est quand même leur expliquer un petit peu quel va être leur rôle et les aider justement dans le développement de ce rôle au sein de la formation des étudiants. Donc, de manière schématique, comment on peut s'envisager une séance de simulation centrée sur le patient partenaire? Donc, on va avoir une première étape justement de briefing où on va mettre en confiance les différents participants et leur expliquer justement le cadre, que c'est confidentiel, que c'est vraiment uniquement de la bienveillance qui va retirer de cette séance. Ensuite, on va expliquer donc le déroulement de cette séance de manière synthétique et souvent on va prendre sur plutôt le volontariat, on va demander quels sont les participants qui sont volontaires côté étudiant et on va les briefer rapidement sur le script, justement le scénario et contextualiser un petit peu la situation dans laquelle on va faire justement cette annonce. Souvent, on va avoir un trio, c'est-à-dire qu'on a un étudiant qui va se mettre dans le rôle du médecin qui va faire l'annonce. En face, on va avoir le patient partenaire qui va souvent jouer le rôle du patient, ou parfois le rôle également de la famille ou de l'entourage, s'ils sont plusieurs. Et également, ce qui est intéressant, en tout cas nous à Nice, c'est qu'on essaie également d'y intégrer un psychologue au cours de cette séance, qui lui va plutôt être observateur de la situation, mais qui va pouvoir également apporter des éléments au niveau de ce qu'il a pu voir de la communication verbale ou non verbale. Ensuite, on a le déroulement de la séance simulée qui peut parfois aussi être enregistré par vidéo si après, par la suite, on souhaite revenir au débriefing sur certaines situations qui ont été problématiques. Puis ensuite, on a vraiment le débriefing avec la synthèse où on va demander aux acteurs, donc l'étudiant et le patient partenaire, d'expliquer quel a été leur vécu de la situation, à quel moment ils se sont rendus compte qu'il y a eu des blocages ou des problèmes de communication. Ensuite, on va également demander aux observateurs, donc que ce soit psychologues ou les autres étudiants, d'apporter également leur retour extérieur vis-à-vis de cette situation. Et donc tout ceci permet effectivement d'améliorer la prise en charge. Donc le patient partenaire, son rôle, comme on l'a dit, ça va être déjà de participer dès le début de l'élaboration du scénario. Il va nous aider justement en se projetant dans la situation du patient ou de sa famille. Et il va surtout nous aider à repérer certains passages qui, pour lui, ont occasionné une difficulté et va le rapporter justement au groupe parce que parfois on peut, nous en tant que soignants, pensant bien faire, bien communiquer, et au final, la manière dont on communique n'est pas perçue de la même manière justement par le patient. Et ensuite, il va être également attentif à notre comportement, au vocabulaire utilisé. Parfois, il va nous dire peut-être qu'on a été trop technique, ou alors au contraire que parfois on a tendance à tourner un petit peu trop autour du pot et qu'on n'est pas assez franc effectivement sur le diagnostic parce que parfois il faut en fait juste utiliser les bons termes et vraiment dire ce qu'il est. Donc vous avez un cancer et pas tourner, vous avez des cellules anormales et donc machin, c'est peut-être suspect, c'est peut-être malin. Donc tous ces éléments
sont vraiment importants. Et donc, c'est pour ça que le patient partenaire, c'est vraiment, je pense, une plus-value. Et c'est vraiment très, très, très important de les intégrer dans ces séances de simulation. Et au niveau du débriefing, donc ça va vraiment être à la fin un temps d'analyse où le côté est vraiment d'avoir une construction positive, c'est-à-dire qu'on va faire des remarques, mais pas pour critiquer, ce sont uniquement des remarques pour aller vers de l'amélioration. Donc tous les participants sont là pour donner leur opinion et émettre les différents commentaires. Et c'est important d'avoir justement cette pluralité au niveau donc, des différents points de vue, notamment au niveau du psychologue. Lui, son apport, ça va être des fois d'avoir l'analyse un peu plus fine au niveau de la communication. Il va pouvoir juger du niveau relationnel de l'échange, faire également une analyse sur les comportements et donc, comme je vous ai dit, la communication non verbale, et également analyser à la fois le comportement du patient partenaire et également celui du professionnel de santé. Donc c'est vraiment un regard extérieur et tout ceci permet d'avoir aussi une approche transgénérationnelle et avoir parfois aussi une approche pluridisciplinaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je laisse ma place à ma collègue. Allons-y, on posera les questions à l'issue de la seconde présentation. En tout cas, bravo pour le contenu et pour le respect du timing. Parfait. Ah, un petit souci technique. C'est moi qui l'ai cliqué là ? J'arrête d'appuyer. J'en profite pour poser une question, alors. Non, c'est beau. Plus tard. À vous. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis interne en oncologie médicale en 4e semestre, donc en 2e année d'internat. Donc je suis assez jeune quand même dans le milieu médical, mais du coup je vais vous expliquer un petit peu, de manière un petit peu plus pratico-pratique, ce qu'on fait à Marseille, comment on est formé en fait à l'annonce. Je me suis aidée un petit peu de mes collègues un peu plus vieux, donc je vais parler un petit peu au nom de tous les internes d'oncologie de Marseille. Petite introduction, donc le dispositif d'annonce, on en a parlé ce matin. Nous, en tant qu'internes en oncologie médicale, on participe à peu près aux 3 premières étapes. Donc on peut faire des annonces de suspicion, par exemple si on est posté aux urgences, annonce de diagnostic et proposition thérapeutique, mais en fait l'annonce, ça regroupe plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on peut annoncer des récidives, des récidives, des passages par exemple en soins palliatifs, des choses qui sont quand même assez importantes pour les patients. Et du coup, on est très peu formés, mais il y a quelques pratiques qui existent déjà que je vais vous présenter. Donc j'ai trouvé cette phrase dans un document d'Oncopaca Corse que j'ai trouvé très intéressante, de Marcella Gargiulo, qui est professeure de psychologie à Paris-Cité, qui nous dit que si aucune recette miracle n'existe pour annoncer une nouvelle grave, il y a des ingrédients qui sont indispensables, que sont le temps, l'écoute et les mots choisis. Donc c'est des choses qu'on essaye d'apprendre seul au début un petit peu, aidé par nos seniors. Et ce que je trouvais hyper intéressant, c'était le mot d'écoute, parce qu'annoncer, c'est pas juste délivrer une information, c'est aussi écouter le patient et s'adapter un petit peu à la personne qu'on a en face de nous, parce qu'une annonce, c'est un échange entre deux humains avant d'être un échange entre un médecin et un patient. Donc en théorie, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne annonce ? De ce que je pense, c'est des connaissances qu'on n'a pas forcément au début de l'internat, de l'empathie, du temps et une capacité d'adaptation, parce que chaque patient est différent. En pratique, en tant qu'interne, comment on fait pour acquérir ces quatre ingrédients? En pratique, il n'y a pas trop de formation. Donc c'est un peu autodidacte. Après, je suis allée chercher sur Google ce que c'était exactement la définition d'autodidacte, et c'est apprendre seul, sans maître. Donc c'est un petit peu faux ce que je dis, parce qu'on est quand même entouré par nos seniors. On est autonomisé quand même assez rapidement, mais après c'est normal parce qu'il faut se jeter dans le bain à un moment donné. Donc au début, c'est un petit peu, j'aime bien l'expression de flou artistique. On essaye avec les mots qu'on connaît, de ce qu'on a vu des seniors. On a une espèce de petite boîte à annonces qui est toute vide au début, et on s'inspire un petit peu des médecins qu'on connaît et qu'on voit faire des annonces. Donc on remplit comme ça notre petite boîte à annonces pendant notre cursus.
Et du coup, paradoxalement, j'ai trouvé une étude, c'est une enquête descriptive qui a été menée par l'AERIO et la SFJRO, c'est les associations des internes d'oncologie médicale et d'oncologie radiothérapie à l'échelle nationale. Et donc en fait, en 2022, ils ont publié dans le bulletin du cancer que c'était en gros, ils ont fait un sondage sur plusieurs internes de France, donc il y avait 160 internes à peu près dans l'enquête, donc c'est quand même 25% des internes d'oncologie en France. Et en fait, ils demandaient un petit peu comment était la formation initiale globale en oncologie, sans forcément parler que de l'annonce, pardon. Et en fait, la formation à l'annonce, elle n'était pas du tout dans les priorités des internes d'oncologie, alors que je trouve que, on fait une spécialité où c'est quand même un gros pourcentage de notre activité. Donc ça, en gros, c'était la liste de tous des sujets où les internes avaient un ressenti. Ils avaient l'impression d'avoir besoin d'être formés. Et donc, ils cochaient un petit peu, j'ai besoin d'être formé pour tel cancer, pour telle chose, etc. Et en fait, on se rend compte qu'en numéro 1, les internes d'oncologie médicale veulent être formés en thérapie ciblée, 67% l'ont coché. Cancer d'organes, donc ça, c'est toute la liste qui suit après. Thérapeutique, soins palliatifs, ils arrivent un petit peu dans les derniers, 17%. Et relations médecin-patient, on est à peine à 9%. Et pour le parcours patient, 7,3%. Et je me rends compte vraiment, en venant à cette journée, qu'on ne sait pas du tout ce qui se fait en ville et qu'on n'est pas du tout informé. Et en fait, je pense que c'est pas qu'on n'a pas besoin d'être formé, c'est juste comme c'est un peu implicite qu'on se forme sur le terrain, on ne se rend pas compte en fait qu'on a besoin d'être formé pour bien annoncer et pour mieux accompagner nos patients. En pratique à Marseille, pour la formation, du coup, les consultations, donc on accompagne nos seniors en consultation d'annonce, en consultation de suivi, soit en hôpital de jour ou en consultation classique. On peut faire des consultations en tant que spectateur, on peut faire des consultations accompagnées, donc on fait la consultation avec le senior à côté, ou on peut être amené à faire des consultations seules, des fois selon le degré d'ancienneté ou le terrain de stage. Ensuite, l'apprentissage, du coup, sur le terrain, donc c'est en hospitalisation surtout, parce que la formation, durant l'internat, on est surtout en hospitalisation, donc c'est là qu'on va être amené surtout à faire des annonces de récidive, de passage en soins palliatifs, surtout des annonces un petit peu lourdes. Et à Marseille, on a une formation à l'annonce, donc qui est obligatoire au 4e semestre, qui est organisée par le docteur Sabatier, que je vous détaille un petit peu plus. Donc c'est une simulation relationnelle. En gros, il y a les 6 internes de 4e semestre d'oncologie médicale, d'oncologie radiothérapie et d'hématologie. Donc on est tous les 6. Il y a 3 patients partenaires, 3 médecins, en général 2 oncologues, 1 hématologue et un psychologue durant la session. C'est sur 2 journées. On a 2 scènes qui sont filmées. Donc après, on reçoit les vidéos. Personnellement, je ne les ai pas re-regardées parce que je ne tiens pas à me voir. Mais du coup, 2 séances par interne, et en fait, ça peut être du coup diagnostic d'annonce, proposition de participer à un essai clinique parce que c'est aussi une forme d'annonce. Ça peut être des familles, et en fait, c'est les patients partenaires qui jouent le patient qu'on a en face de nous. Et ils peuvent jouer des familles, par exemple, annoncer un passage en réanimation, annoncer des soins palliatifs. Et on a un débriefing après la séance, donc où chacun donne son point de vue. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que les commentaires ne vont pas du tout être les mêmes quand ça vient des médecins seniors, quand ça vient des patients partenaires et quand ça vient des psychologues ou même juste de nos collègues co-internes. Du coup, c'est très formateur. Et alors, je vous avoue qu'avant d'y aller, ça va un petit peu avec l'étude qui a été faite sur les internes d'oncologie. Avant d'y aller, honnêtement, je me suis demandé ce que ça allait m'apporter, parce que je me disais, on pratique déjà tous les jours à l'hôpital, je ne vois pas ce que ça peut m'apporter de plus. Et en fait, c'était hyper formateur. Les retours, comme chacun a une sensibilité différente, chacun avait un petit peu son point de vue, et on se rend compte que, du coup, moi, je trouvais ça hyper intéressant, le retour des patients, parce qu'on veut être j'ai l'impression qu'en tant qu'interne, qu'on nous forme à être de bons techniciens, mais pas forcément à être de bons humains. Et je pense que c'est quand même important. Et du coup, ça nous a quand même, personnellement, et pour les autres aussi, ça nous apporte quand même plusieurs clés pour mieux annoncer, pour nous aider à cadrer un petit peu notre flou artistique, du coup. Et du coup, les points faibles, ce qui ne sont pas vraiment des points faibles, mais il fallait que j'en mette pour faire une case verte et une case rouge, c'est que c'est hyper subjectif et il ne faut pas avoir peur du jugement, parce que quand on se fait critiquer sur notre manière d'annoncer, des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'on a l'impression que c'est personnel, mais c'est juste pour nous apporter des clés pour être mieux avec nos patients. Et du coup, c'est différent de la vraie vie parce que c'est différent d'annoncer quelque chose à un patient partenaire qui joue un rôle en sachant qu'il y a nos collègues de l'autre côté et nos médecins seniors derrière la vitre, que quand on est avec juste le patient et soit
pour lui annoncer des choses. Pour le futur, quelques idées, du coup réfléchies avec mes co-internes. Les simulations relationnelles, il faudrait qu'on les ait plusieurs fois durant l'internat et même après, parce qu'il y a un des chefs d'ailleurs qui disait pendant ces simulations qu'il était super content de revenir tous les ans, parce que en fait il disait à chaque fois je reviens et je retire des petites idées de chaque simulation relationnelle et il adapte un petit peu ses consultations et il prend des petites idées comme ça tous les ans. Donc je pense que c'est important pendant tout l'internat et pour plus tard... quand on sera senior. Une formation de briefing en début de phase SOC. La phase SOC, c'est la première année de l'internat. En oncologie, on sait qu'on va être confronté à des choses difficiles, à des choses qui sont plus ou moins graves, et on est un peu jeté dans le bain. Donc ça serait bien, parce que c'est différent de savoir qu'on va y être confronté et d'être vraiment devant le fait accompli. Échanger avec les patients, ça va un peu avec la simulation relationnelle, mais c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que oui, on n'attend pas les mêmes choses. On ne sait pas en fait ce que les patients ressentent quand on leur fait des annonces. Et c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Plus grand accès à la consultation. Bon, ça, c'est peut-être à nous de gérer mieux notre temps. Mais du coup, c'est là qu'on apprend quand même le plus. Ensuite, dans les simulations relationnelles, inclure les personnels, les soignants paramédicaux. En fait, globalement, je pense qu'il faudrait convier tous les gens, toutes les équipes, en fait, avec lesquels on est amené à travailler pour que ce soit encore plus enrichissant. Des consultations psychologiques régulières, ça je pense que c'est d'intérêt public parce que je pense que pour bien accompagner les gens, il faut aussi bien s'accompagner soi-même. Et pourquoi pas des formations à la communication. Ça c'est un de mes co-internes qui m'en a parlé. Apparemment ça se fait beaucoup dans plein d'entreprises. La communication verbale, non verbale. Et en fait, en médecine, on est un métier où on communique énormément avec les gens et on pense qu'on va se former sur le tas, mais il y a des formations qui existent et je pense que ça pourrait être pas mal d'y avoir accès. Pour conclure, la formation à l'annonce, c'est quand même très compliqué de former de manière théorique parce qu'il n'y a pas une bonne manière d'annoncer. Donc c'est impossible à apprendre de manière uniquement théorique. Donc l'apprentissage par la pratique et par le mimétisme, il faut qu'on continue à le faire, mais il faut intégrer, je pense, plus de formation théorique parce qu'on a besoin d'avoir certaines notions indispensables et bien annoncer, c'est mieux accompagner. Merci. Bravo pour ces deux présentations complémentaires. On a 10 minutes de retard sur le planning, mais on va quand même pouvoir poser quelques questions. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, bravo pour vos présentations. On a, donc, au niveau de la Ligue, on a un peu comme vous, mais on essayait de travailler un petit peu en amont. Et donc, c'est auprès des externes qu'on a travaillé. Et avec l'ICO, le Centre de cancérologie de Nantes, on travaille avec les externes qui passent dans tous les services de cancérologie. Et on commence par leur faire une présentation par des patients. Alors, je suis ravi que vous ayez parlé de l'intérêt des personnes malades qui participent, patients partenaires, patients ressources. Ça me semble extrêmement important, des gens qui sont formés pour participer à ces annonces. Et donc, nous, c'est avec les externes, quand ils font leur première écosse, les annonces. Et donc, ils sont avec comme vous dites, des véritables personnes, des personnes passées par la maladie. On a la chance d'avoir une trentaine de patients ressources, donc ça permet de ne pas avoir une femme à qui on annonce qu'elle a un cancer de la prostate, parce que malheureusement, il y a plus souvent des femmes qui sont présentes comme patients partenaires que des hommes. Et c'est vrai que c'est toutes les situations. Et on est en train du coup, pour montrer vraiment l'intérêt, de monter un projet de recherche dessus, pour essayer d'avoir, parce que tout le monde est parfaitement conscient que c'est utile, mais il y en a quelqu'un qui sont un peu réticents. Et donc, on se dit, en montrant ce projet de recherche, on arrivera à convaincre tout le monde de l'intérêt. Et du coup, comme on faisait ça avec les externes, le syndicat des internes est venu nous voir pour nous dire, est-ce que vous ne pourriez pas faire pareil avec nous? Et là, les sujets, vous l'avez dit, c'est tout simplement des situations quand ils sont internes aux urgences et qui sont dans cette situation, et ils nous demandent de reproduire la situation toujours avec un médecin senior et un encadrement médical. Je pense que le point fondamental, c'est l'apport des patients, des pairs, qui sont en capacité de vraiment, ils sont passés par cet épisode,
et son capacité d'aider les personnes qui vont faire l'annonce dans la difficulté de la faire. Donc, bravo pour cette expérimentation, mais rassurez-vous, sur la France entière, ça commence à se mettre en place. Merci. Alors tout d'abord, merci de parler aussi bien de nous, patients. Je me suis présentée déjà tout à l'heure. Effectivement, ces jeux de rôle, simulation, c'est hyper important, hyper enrichissant tant pour vous que pour nous. Je suis convaincue que si on part de la base, c'est-à-dire de vous qui êtes en études, on va pouvoir bouger les lignes et apporter une plus-value. Et puis, sachez que le CRES-PACA travaille à l'élaboration d'un annuaire des patients partenaires pour que, aussi bien vous que nous, parce que nous avons la même problématique, nous voulons intervenir, nous voulons aider, et on a du mal à savoir où on s'adresse et comment le faire. Et inversement, vous parliez, vous, du manque de patients partenaires. Mais voilà, le CRES-PACA réfléchit et travaille là-dessus sur un annuaire qui permettra de nous mettre en lien les uns les autres. Oui, donc c'est bien de le faire à la fac, c'est bien. Moi, j'accueille des internes, je suis maître de stage universitaire. Et effectivement, les internes qui sont au premier semestre ou en médecine générale ou deuxième semestre, ils ne sont pas du tout outillés ni armés pour ça. Et par contre, en maison de santé, on a aussi dans le contrat ACI, donc qui nous finance, pas l'obligation, mais en tout cas l'injonction d'avoir des patients partenaires. Et effectivement, on ne sait pas où les trouver. Donc on essaye de prendre dans notre propre patientèle, mais ces patients-là, ils ne sont pas forcément formés. Or, un patient partenaire, il doit avoir une formation de manière à pas non plus régler ses comptes, entre guillemets, avec ses soignants, mais effectivement être plutôt un partenaire. Et voilà, donc c'est bien si on a un annuaire. Je pense qu'il faut avoir aussi un recul avec sa propre expérience pour ne pas justement être submergé par les émotions et pouvoir prendre ça de plus haut. Et puis pas que en médecine. Moi, j'interviens à fac de pharmacie où on fait ces simulations d'entretien et c'est toujours très, très enrichissant. En tout cas, un grand merci. Je voudrais juste faire un petit mot de conclusion par rapport à tout ce que nous venons de dire. C'est que l'annonce est une... Allez-y. Juste un mot. Je ne connaissais pas ce truc. On a accueilli notre première interne, Faustine, à Ajaccio. Vous êtes la bienvenue. Les gens de PACA. C'est bien la boîte à outils pour mettre des idées, le mimétisme. Je valide complètement. Juste un conseil d'ancien. N'oubliez pas de laisser parler votre cœur à un moment. Merci. Je voulais juste dire qu'au vu de tout ce que nous venons d'échanger et d'avoir comme présentation, c'est que c'est vraiment un moment de fragilité du parcours, l'annonce, et qu'il y en a plusieurs maintenant. Et donc c'est vraiment un test de la coordination entre les acteurs, puisque sans une bonne coordination, une continuité d'approche entre les professionnels, relationnels aussi, et informationnels, on n'arrivera pas à accompagner les patients et à ce qu'ils ne se retrouvent pas seuls face à de l'information qui arrive par différents canaux maintenant. Et avec ChatGPT aussi, seul sur son canapé avec ChatGPT, un résultat d'annonce, quoi. Donc bravo, parce que ça a été vraiment un plaisir de voir ce que vous faites. Bonjour, oui, j'aurais une question. Alors, juste une dernière question et après, on vous libère. Allez-y. Ok. Simplement demander s'il est envisagé de solliciter des citoyens et des citoyennes sur ces temps de simulation, des personnes qui ne sont pas passées par un parcours de soins en oncologie, et qui ne travaillent pas non plus dans le milieu médical, puisque en fait l'annonce, peut-être qu'au cours de leur vie, à un moment, ils vont y être confrontés, et qu'ils auraient peut-être aussi quelque chose à apporter sur ces temps-là. Alors, ça marche ? Allô ?
Ça marche? Oui, on entend? Pardon. Non, je voulais dire que pour le moment, je pense que comme déjà au niveau de la France entière, on est déjà sur les prémices de l'instauration et de l'inclusion des patients partenaires dans les parcours étudiants, je pense qu'on n'a pas encore réfléchi à pouvoir intégrer des individus qui ne sont pas encore entrés sur le statut, on va dire, patient et qui sont passés par là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, je pense que nous, côté médical étudiant, le fait quand même d'avoir déjà eu une personne qui a été confrontée à ce parcours de soins, on a vraiment une plus-value puisqu'elle a déjà eu l'expérience justement de l'annonce et que peut-être elle peut nous apporter justement des moments qui ont été fragiles et où on pourrait améliorer. Mais je pense que ça pourrait être dans l'avenir peut-être quelque chose également d'intéressant de voir en fait peut-être d'un autre point de vue des patients qui n'ont jamais été confrontés pour le moment à la maladie, de faire cette première annonce et de voir comment ils le perçoivent sans qu'ils aient déjà été confrontés à ce type de situation. Ça peut être une nouvelle perspective. Je pense que ça pourrait être une nouvelle discussion.